Bonjour et bienvenue. Je suis Sophie Fischer du département des communications de l'OIT. C'est une période de défis profonds liés les uns aux autres sur une échelle peut-être sans précédent depuis une génération. Les suites de la Covid-19, la récession économique, l'inflation, les conflits armés et bien entendu le changement climatique. Les décideurs ainsi que les gens ordinaires dans le monde entier ont du mal à trouver les moyens pour faire face à ces défis. Une des possibilités discutées, c'est l'amélioration et l'extension de la protection sociale. En fait, cette année marque le 70e anniversaire de l'adoption de la Convention 102 concernant la sécurité sociale, norme minimum de 1952 de l'OIT. C'est également le 10e anniversaire de l'adoption de la recommandation 202 sur les socles de protection sociale 2012. Donc, avant la journée des droits de l'homme, c'est le moment de parler du rôle de la protection sociale pour faire face et relever ces défis. J'ai à mes côtés deux invités de marque pour en discuter, le directeur général de l'OIT, Gilbert Humbo, ainsi que le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk. Messieurs, soyez les bienvenus et merci d'être là pour cette discussion. Monsieur Türk, votre perspective, c'est une perspective des droits de l'homme. À votre avis, que peut faire la protection sociale pour relever ces défis? Tout d'abord, et avant de répondre à la question, je voudrais rendre hommage au fait que nous avons cette discussion parce que j'ai une grande admiration pour l'OIT, la plus ancienne organisation des droits de l'homme du système des Nations Unies. Vous avez 100 ans et donc nous, on n'a que 30 ans et donc je suis vraiment très heureux de discuter de cette question de la protection sociale avec mon ami Gilbert Humbo. Vous avez parlé du fait que nous avons connu la Covid. Il y a eu l'impact incroyable de la pandémie de Covid et notamment dans le sud global, dans les pays les plus vulnérables. Il y a 350 millions de personnes qui ont perdu leur emploi et nous savons que cette année, il y a environ 75-95 millions de personnes qui sont tombées dans la pauvreté absolue. On a vu les effets en Europe, sur le reste du monde, et on a vu que cela touche les populations les plus vulnérables dans les pays les plus vulnérables et les plus fragiles. Donc, la protection sociale, c'est le dernier rempart contre toutes sortes de maux infligés aux gens. Et donc, la protection sociale, c'est un droit humain, c'est lié à l'article 22 de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, l'OIT est parmi les premières à avoir travaillé sur cette question. Et donc, nous souhaitons développer une collaboration étroite dans les prochaines années parce qu'il faut qu'il y ait un socle de protection sociale fort partout dans le monde. Monsieur le directeur général, comme l'a dit le haut-commissaire, plus de la moitié de la population dans le monde n'a pas de protection sociale du tout dans le monde. Donc c'est un véritable défi. À votre avis, comment est-ce que l'OIT pourrait y remédier? Oui, tout d'abord, permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à mon ami Volker. Pour cette discussion, je suis ravi de vous voir assumer vos nouvelles fonctions au commissariat pour les droits de l'homme, alors que j'arrive en même temps à l'OIT. Et comme vous l'avez dit, la protection sociale, c'est un bon point d'entrée sur l'action menée par l'OIT. L'OIT qui œuvre en faveur de la justice sociale et la protection sociale est, à mon avis, un des principaux piliers. C'est un des piliers pour renforcer la protection sociale et cela notamment dans la perspective des droits. Et pour nous, comme vous le savez, nos estimations, c'est qu'il y a 4 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à une protection sociale, quelle qu'elle soit dans le monde aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est plus de la moitié de la population mondiale, donc c'est vraiment un grave problème. Et donc, c'est là que l'OIT souhaite collaborer avec tous les pays pour améliorer la situation. À votre avis, une approche fondée sur les droits de l'homme
peut-elle être efficace, notamment pour lutter contre les inégalités? Parce que on a vu la Covid, on a vu les autres problèmes. Et comme vous l'avez dit, il y a donc une aggravation des inégalités. Les pauvres sont plus pauvres et ceux qui avaient le moins ont encore moins. Oui, les droits humains, c'est vraiment une loupe importante quand on parle de discrimination. Et on l'a vu durant la Covid. Ce qui est apparu de manière de plus en plus évidente, c'est que les femmes et les personnes qui travaillent dans l'économie des soins informels sont touchées à 3 égards. Et d'ailleurs, les héroïnes ignorées de la Covid, c'était des femmes, les soignantes, car ce sont des personnes qui se sont occupées de beaucoup de personnes qui étaient touchées par la Covid et par les conséquences de la Covid. Et par conséquent, quand on parle de droits de l'homme, eh bien, ça permet de mettre ou de braquer le projecteur sur ce qui marche, sur ce qui est efficace. Et il s'agit de voir quel est l'impact de ce mélange de crises, de conflits, de pandémies que connaît le monde aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait une participation de tous, il faut donner une voix à tous. Et donc, il y a un lien étroit entre les droits humains ainsi que les normes de l'OIT. Oui, ce que vous dites est très intéressant. Ce que je constate, et il serait utile d'avoir votre avis sur ce sujet. Ce que je constate, c'est que d'une part, nous luttons contre la Covid. Mais par ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi l'impact de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela crée une situation où les inégalités se creusent et donc il y a des personnes dans le monde qui sont victimes et en même temps, ils voient que d'autres se débrouille bien et avance dans la vie. Donc, c'est vrai, il y a ce côté inégalité, inéquité entre les peuples. Donc, il est important pour nous de faire en sorte que, à chaque fois que l'on parle des droits des travailleurs ou des droits humains en général, il faut aussi tenir compte du fait que pour certains peuples, eh bien, la situation peut paraître marquée par l'inéquité. Oui, je pense que la protection sociale, c'est un outil pour surmonter les discriminations, les inégalités. Donc cet appel à une couverture de protection sociale, c'est un appel qui est très important dans la perspective du sommet du futur et du sommet social mondial qui auront lieu prochainement. Et donc il faut véritablement un socle qui nous permette d'œuvrer en faveur des droits humains aussi. À votre avis, est-ce que le message est passé? La protection sociale, ce n'est pas simplement quelque chose qu'il faut avoir pour des raisons relatives aux droits de l'homme, par exemple, mais c'est également important pour la prospérité, parce que si les gens n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas s'intégrer dans le système ou dans l'économie mondiale. Et donc, ce que dit notamment l'OIT, c'est que la pauvreté, ça a une incidence sur la prospérité partout. Et la protection sociale universelle, c'est quelque chose qui est bien pour tous. Est-ce que c'est bien le message à retenir? En ce qui me concerne, si on prend ce qui s'est passé depuis quelques semaines, vous savez, nous sommes arrivés tous les deux ensemble à de nouvelles fonctions, mais on voit des troubles, des protestations partout dans le monde. Et très souvent, cela est lié à l'absence de protection sociale. Donc les griefs de la population deviennent très forts lorsque les gens n'ont rien. Et il faut une protection sociale, pas simplement dans l'intérêt des populations, mais également pour assurer la stabilité dans le monde. Parce que nous savons que les mouvements de protestation, les troubles sociaux, c'est bien un signe qu'il faut trouver une solution au problème. Oui, vous parlez de la stabilité économique, en effet, c'est essentiel. Et on le voit, notamment si on pense à la consommation, du point de vue économique. Mais vous avez aussi parlé de stabilité. C'est vrai,
La sécurité nationale joue un rôle également. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe dans la région du Sahel, par exemple, il y a la dimension sécurité du djihadisme. Et donc, cela est lié aussi à l'absence d'une protection sociale minimale, une protection de la maternité, ou alors la garantie d'un accès minimum à un certain nombre de services. Mais je voudrais aussi insister sur 2 points importants. Le premier, quand on parle de protection sociale, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas simplement de la dimension redistribution. Il s'agit aussi du droit fondamental d'un accès égal aux opportunités, c'est-à-dire depuis le début de la vie, parce que c'est ce qui va déterminer dans quelle mesure vous allez pouvoir bénéficier de la solidarité du système national. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Le deuxième aspect, qui est très intéressant quand on se penche sur la recommandation de l'OIT, la recommandation 202, c'est qu'on a ces principes d'universalité, c'en est un exemple, qui sont là pour guider le pays tout en veillant qu'on n'ait pas une solution à l'emporte-pièce. Et il s'agit donc d'ajuster la stratégie, le régime de protection en tenant compte de cet espace des dépenses publiques. Le terme socle que vous avez évoqué est important, car c'est un minimum. Et ensuite, il faut progressivement augmenter pendant que les choses s'améliorent. Oui, je voulais vous poser cette question, car en réalité, bon nombre de pays et de régions qui ont le plus besoin de protection sociale sont ceux, précisément, qui manquent de ressources, les économistes disent d'espace budgétaire, pour mettre en place ces régimes de protection sociale. Comment allons-nous mettre cela en place? Comment est-ce qu'on cesse d'avoir une situation où ce sont les pays riches qui financent la protection sociale, puisque c'est problématique? Eh bien, c'est clair de là où je suis. La solution durable est celle où les pays, grâce à leur budget national, peuvent réorganiser cet espace des dépenses publiques et vraiment être en mesure de financer la protection sociale, y compris le lien avec le PIB. Effectivement, certes, dans les affaires, étant donné l'état des choses actuelles, les pays ont besoin de faire plus. Il faut que l'APD permette de lancer cela pour pouvoir l'intégrer au sein de l'institution nationale. Donc pour moi, il est important de tenir compte de cela. Premièrement, on a besoin d'une volonté politique forte. Une volonté politique des autorités qui doivent changer la dynamique. C'est là une question très importante. La deuxième dimension importante, c'est le financement innovant. Oui, on a travaillé avec la Banque mondiale, les IFI, le Fonds monétaire international. Il faut donc faire en sorte que les pays se penchent sur leur budget, sur leur espace de dépenses publiques, et ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que le secrétaire général a énoncé, l'accélérateur mondial. C'est un concept pour voir de façon différente les façons de financer. L'APD, pour moi, c'est une façon de lancer cela. Et ensuite, le système national reprend. Oui, est-ce que cela inclut donc les IFI? Oui, je crois que ce serait drôle de dire ça, mais je vais le dire.
l'avenir des droits de l'homme va être décidé au sein des ministères des Finances, parce que c'est précisément l'analyse budgétaire qui doit être mise au point. Quel que soit votre pays, quel que soit votre revenu, faible revenu, intermédiaire ou haut revenu, la question c'est de savoir quelle est la tranche du PIB que vous allez dépenser pour que la société fonctionne. Et c'est ça la question. Et quand on regarde les budgets dans le monde, il est vrai que les espaces des dépenses publiques ont reculé de façon considérable. Donc il faut remonter. Le secrétaire général l'a dit clairement en ce qui concerne l'architecture financière. Elle n'est plus adaptée à l'objectif visé dans le monde actuel. En parallèle, il y a aussi le leadership politique qui doit se mettre en place dans tous les pays, qui doit mettre l'accent sur les questions liées aux ODD, notamment les questions de protection sociale. On l'a vu, c'est un facteur stabilisateur, effectivement, mais c'est aussi un acte de solidarité humaine par tout un chacun pour veiller à ce que chacun ait le type de couverture nécessaire en période de stress, de détresse. Oui, vous venez de prendre le poste donc de commissaire des droits de l'homme. Quelle est votre stratégie pour que la protection sociale soit intégrée dans vos travaux? Eh bien, nous allons organiser le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 22 parle de la protection sociale. Le droit à la protection sociale est un droit fondamental qui est issu de l'expérience de ce qui s'est passé pendant les périodes de guerre en Europe et le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut vraiment revenir aux enseignements de l'histoire et veiller à ce qu'il y ait donc que cela gagne du terrain grâce aux décisions politiques et au ministère des Finances pour avoir une protection sociale et une couverture sociale sanitaire également universelle. Oui, monsieur le directeur général, de votre point de vue, nous avons dans notre arsenal de normes et beaucoup de connaissances. Quelle est votre stratégie pour utiliser les outils et les avantages de l'OIT vers la protection sociale? Oui, en fait, je vais y répondre et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Volcker. C'est le rôle que jouent nos collègues des IFI dans cet espace des dépenses publiques. J'étais tout à fait impressionnée de voir la gestion de la Covid, la dimension sociale que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont intégré dans leur riposte. C'était réellement très efficace. Donc, j'espère que dans les sphères des droits de l'homme et de la perspective sociale et financière, nous allons œuvrer de concert pour veiller à ce que, quand vient l'heure de gérer des crises, notamment la crise de l'inflation que nous connaissons actuellement, il faut veiller à ce que les mesures d'austérité ne perdent pas de vue la protection sociale minimale. Donc cela me ramène à votre question. Vous savez que la protection sociale est une de mes priorités les plus élevées pour avoir une meilleure justice sociale dans le monde. Donc nous souhaitons augmenter la protection sociale par le biais de l'accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale et veiller à ce qu'aux côtés de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des entités nationales, gouvernements nationaux, pour mettre en place des mécanismes de financement qui veilleront à ce qu'on ait un minimum pour ces socles, des socles en place pour préparer les pays alors même que leur PIB augmente. Et alors là, cette protection pourrait se développer verticalement et horizontalement. Enfin, un des signes encourageants, c'est que la question de protection sociale fait maintenant partie du discours multilatéral et en fait également à l'échelon national.
Estimez-vous que cela est un facteur encourageant à l'heure actuelle? Oui, il y a toujours une opportunité qui se présente dans la crise. On a été confronté à une triple crise. La pandémie de la Covid et son impact, la sécurité alimentaire qui résulte de la guerre en Ukraine. Et 2 milliards de personnes sont dans l'insécurité alimentaire alors même que nous parlons aujourd'hui. Toutes ces crises ont mené à la constatation qu'il faut que les gouvernements ont des difficultés et qu'il faut donc faire partie, utiliser tous les outils dans notre boîte. Monsieur le directeur général, pensez-vous que les gens écoutent et que la protection sociale est en train de passer à un niveau plus universel? Oui, oui, je reviens sur ce qu'a dit Volcker. Les crises offrent des opportunités. Effectivement, actuellement, on voit que les vents tournent. On prête une plus grande attention sur ce sujet. On voit que, du point de vue politique, les décisions se passent à l'échelon international, régional et national. Et cela me remplit d'espoir. La protection sociale n'est pas simplement une redistribution par le biais de coupons alimentaires, si vous me permettez le terme. Quand on regarde la conséquence de la guerre en Ukraine et la crise d'insécurité alimentaire, eh bien, on voit qu'il ne faut pas simplement offrir des aliments aux personnes dans le besoin, mais il faut veiller à ce qu'ils aient également accès aux ressources productives, y compris les engrais, pour qu'ils puissent vraiment prendre en main leur vie. Donc c'est cela, avoir les moyens de vivre une vie digne et d'avoir un travail décent. Merci, c'est une note très positive. Merci infiniment, Monsieur le Commissaire, le Directeur général. Merci d'avoir regardé cette discussion sur la